qui est membre du LIEN, l'association agréée de lutte contre les infections nosocomiales, je crois, sécurité des patients. Il est membre titulaire de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé en tant que représentant du CIS. Il a déjà critiqué aussi M. Thierry, consultant indépendant en santé. Ensuite, expert en réseau santé, administrateur indépendant. Une société montpelliéraine. Donc en fait, c'est ça. Donc voilà, M. Thierry va nous présenter un petit peu l'état des lieux de la situation, où est-ce que nous nous trouvons à l'heure actuelle dans le cadre du DLP, et ensuite on vous donnera un peu le point de vue du patient par rapport au DLP, et puis on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. On espère qu'elles seront nombreuses. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu mon CV, donc j'interviens dans le cadre du groupe de travail du CIS, indépendamment de mon rôle de représentant du CIS à la commission de la transparence. Comme vous voyez, je n'ai pas de lien d'intérêt dans le domaine du médicament et de la biotechnologie. C'est le but. Et en termes d'activité professionnelle, quand je ne travaille pas avec le CIS ou avec le lien, effectivement, j'ai un lourd passé dans la e-santé, mon activité actuelle et surtout en dehors de France. Et donc, je ne vais pas faire le bilan du DLP, mais plutôt faire le porte-parole du CIS de façon un peu institutionnelle, en tout cas du CIS national. Et puis dans une deuxième partie, c'est ce qui m'avait été aussi éventuellement demandé, de donner une perspective internationale en utilisant un peu ma deuxième casquette. Vous avez vu que j'étais dans le bord d'une organisation qui s'appelle TIMS, qui a 50 000 adhérents, qui est au niveau international et qui a parmi ses activités des pratiques de comparaison internationale de maturité de systèmes d'information sur lesquels on pourra revenir. Donc pour parler d'abord dans cette première partie du CIS, il y a un groupe de travail qui a d'ailleurs conduit un livre blanc qui est téléchargeable, et vous avez le lien ici. Vous voyez, j'ai sorti dans les illustrations une qui est absolument pas ambiguë, qui est la position du CIS concernant principalement le DLP. À travers le DLP, on va trouver le DP dans l'approche du CIS. À partir du moment où le DP risque d'être versé dans le DLP. Donc l'approche des patients, c'est de voir surtout le DLP et éventuellement d'accéder et d'avoir l'information du DP. Donc la position, vous la trouvez ici. Le DLP reçoit le soutien du CIS. Alors c'est pas nouveau, le DLP a reçu sur longue période le soutien du CIS quasiment depuis son enfance. Ça veut dire que c'est un adolescent aujourd'hui, le DLP. Mais la position du CIS n'a pas trop varié. Il y a plutôt, effectivement, ça a été dit par Madame la directrice générale, une sorte d'impatience qui peut se manifester en voyant le reste de la société civile, les patients eux-mêmes, être équipés, être de plus en plus connectés. Ça, c'est un thème récurrent. On pourra aussi en parler dans la deuxième partie. Et donc, pour le CIS, il est temps d'intégrer aussi la culture du partage des données de santé afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Maintenant, dans ces documents, le CIS tient compte aussi de la richesse du développement des technologies de l'information. Et une partie qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est l'irruption et le développement très rapide de ce qu'on appelle au niveau international la santé mobile ou la M-santé. L'accès à l'Internet se fait plus souvent à travers le smartphone qu'à travers un poste fixe aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a plus de 150 000 applications. Franchement, il y en a très peu qui fonctionnent. Ils sont en général téléchargés assez peu et pas utilisés très longtemps. Enfin, il y en a quelques-unes qui commencent à tenir la route dans certaines applications. On sait qu'il y a un problème de certification, deux initiatives privées, il y en a sans doute d'autres que je cite ici, Medacare et DMD Santé, sont deux petites entreprises qu'on a reçues dans le cadre du groupe de travail. Il y a aussi le travail européen en cours sur des guidelines avec le problème de la qualité de la confidentialité de la sécurité, où vont les données quand on utilise ces applications. C'est une grosse préoccupation. Peut-être qu'elles vont aux États-Unis, ou vont ailleurs, on ne sait pas. Ça, il faudrait préciser. Et puis ici aussi, il y a une problématique autour de la disruption, qui est un mot qu'on entend dans le champ de la santé mobile et des startups de la e-santé. Disruption, ça veut dire que ça ne va pas assez vite. Il faut ubériser le monde de la santé.
ne pas être trop long, il y a des exemples assez amusants. Vous avez bien un article en public que j'ai pu commettre sur ce sujet. L'alternative étant d'intégrer les applications mobiles dans l'offre de services de niveau territorial, régional ou national, et d'en faire un prolongement, par exemple du DMP, c'est prévu, M. Bernier, je pense qu'il en parlera, ou d'autres solutions, celles des médecins de ville, des hôpitaux, des laboratoires, etc. Donc la mobilité est là pour longtemps, elle est importante, on ne peut pas en tenir compte, et ça a été fait au niveau international sur une initiative qui a attiré l'attention de plusieurs pays, comme la France et la Grande-Bretagne, s'appelle le bouton bleu, qui est d'exploiter des fonctions de téléchargement à partir de serveurs disponibles. Aux États-Unis, on télécharge son dossier à partir de l'équivalent d'un AMI, qui est notamment l'assurance santé fédérale, qui s'appelle Medicare. Vous avez ici l'ensemble de ce qui est téléchargeable, qui est récupéré sur le smartphone par une application. L'idée, c'est que les gens ne se séparent jamais de leur smartphone, une partie quand même en ont, et donc c'est pas idiot qu'ils aient eux-mêmes une copie de leur dossier suffisamment sécurisé sur leur smartphone. Vous imaginez le système de classe, et donc ils ont un rôle, répondre à la question, dans la coordination des soins, en se baladant avec leur dossier de patient. Ce qui n'empêche pas d'avoir évidemment d'autres fonctions indépendamment de ces fonctions de téléchargement qui ne remplacent pas des outils de coordination. Les portails patients, il y a un fort développement dans le monde, y compris en France, beaucoup d'initiatives locales, ça peut être à partir de l'SIH et de plateformes régionales. Ça propose des services de base et les études au niveau international contre les services attendus par les patients sont souvent pas dans l'ordre, obligatoirement la prise de rendez-vous, des emails de renseignements, le renouvellement d'ordonnances et l'accès à des ressources pédagogiques contextualisées. Par exemple, je sors d'un hôpital, etc., je vais avoir un lien sur des modules qui vont m'expliquer comment va se produire au mieux la période post-hospitalisation. Les réseaux sociaux et les communautés de patients, ça a pris une importance également considérable. C'est sans doute complémentaire des outils plus professionnels de type DMP, parce que si vous voulez, je peux, grâce au bouton bleu ou grâce au DMP, je peux avoir accès à mon dossier, mais la plupart des gens ne comprendront pas vraiment ce qu'il y a dans le dossier. Donc à travers les réseaux sociaux et les communautés de patients, on tient compte de ces difficultés d'interprétation et les patients s'organisent pour avoir une information plus compréhensive, partager des informations, des ressources, des points de vue. Donc ça peut être créé par des associations de patients. Il y a de beaux exemples en France. Il y a aussi des initiatives privées. J'ai cité ici une qui marche bien aux États-Unis, ça s'appelle Patient Guide. Et puis vous avez les sites web, je passe très vite. Là, il y a le pire et le meilleur, donc on a un problème de qualité. Voilà, pour dans un temps très court sur la deuxième partie, des éléments de comparaison internationale. Alors, on a parlé du temps, quand on parle du DMP, on parle du temps, je parlais d'adolescence. Je vais peut-être un peu vous surprendre en parlant vraiment du temps de percolation des ingénieurs, mais sur l'évolution vers la maturité des systèmes d'information. Alors d'abord, aujourd'hui, le thème que vous avez proposé, c'est comment améliorer les relations hôpital et la ville. C'est un thème mondialement connu, évidemment, qui pose des défis. Alors, j'ai ici coordonner et améliorer les prises en charge grâce au parcours. Tous les systèmes de santé des pays riches se posent les mêmes questions. On parle aussi de défragmentation de l'offre de soins, parce qu'on travaille en silos, on va coordonner. Prendre en compte la perspective patient, j'y reviendrai un peu trop rapidement. Améliorer la pertinence des actes, faire recommander. Alors, faire respecter des recommandations de bonne pratique, tout en respectant l'individualisation des prises en charge. Ça, il y a un conflit interne assez compliqué, qui n'est pas très facile à résoudre dans cette formulation, mais il faut coupler les deux. Réduire la surmédicalisation inutile des actes inutiles, 30% aux États-Unis, sans doute au doigt mouillé, 25 à 30% en France. Donc, aux États-Unis, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars par an. En France, c'est entre 30 et 50 milliards. Inutile qu'on pourrait utiliser ailleurs, garantir une plus grande sécurité et la réduction des erreurs médicales. Juste retenir qu'au niveau international, le mouvement qui s'est mis en place dans une dizaine de pays de façon opérationnelle pour aborder ces défis et essayer de chercher des solutions s'appelle soins intégrés. Donc, ça s'appelle le mouvement, en anglais, Integrated Care. Il a trois objectifs, c'est baser l'action sur la santé des populations définies, ça peut être la population d'un GHT, notamment, par exemple. Donc, on va utiliser, grâce à des outils informatiques recourant à l'analytique, on appelle aussi du
data, si vous voulez. Améliorer la qualité des soins en favorisant la décision partagée. C'est intégrer la perspective patient dans la décision et réduire ou au moins contrôler les coûts unitaires. Il ne faut pas rêver, les dépenses de santé peuvent augmenter. Par contre, si on fait un lien avec la surmédicalisation, on a une meilleure utilisation à chercher et donc on cherche à baisser ou à contrôler les coûts per capita grâce aux soins intégrés. Donc les soins intégrés, je ne sais pas si c'est trop lisible. Ici, je montre les 3 phases de l'informatique de santé. En gris, c'est la vieille informatique administrative, c'est le socle, on dit souvent, qui permet la facturation des actes, c'est le PMSI. Au milieu, c'est l'informatique médicale ou professionnelle, médicale au sens large. Et là, on va trouver les dossiers médicaux informatisés de vie à l'hôpital, et sans doute le DMP, l'IDP, qui est un peu la charnière de la 3e période de l'informatique dans laquelle on rentre. Dans certains pays rentrent, plus ou moins vite. Ça s'appelle les systèmes intégrés d'information de santé. Ce que vous ne pouvez pas lire non plus, c'est comment individualiser les parcours, recourir à l'analytique et au big data, utiliser la télémédecine qui est bloquée depuis à peu près 25 ans pour différentes raisons, utiliser correctement la santé mobile sans disrupter le système, sans ubériser systématiquement le système de santé, et recourir au système d'aide à la décision. Bon, où en sommes-nous? Avant de vous dire où on en est, je voudrais faire un coup d'éclairage. Où on en est sur quelque chose que l'IPS a assez bien étudié, c'est la maturité du système d'information hospitalier. Il y a des stades de 0 à 7, je passe, ça a un peu augmenté, notamment avec la température, mais sachez que sur les 3000 ou plusieurs milliers d'hôpitaux en Europe, il n'y en a qu'une dizaine aujourd'hui qui ont atteint le stade maximum de maturité d'un système d'information hospitalier, qui est notamment caractérisé par le circuit complet du médicament et d'autres attributs, et notamment le recours au système de la décision à tous les niveaux. Vous avez un stade 6, là le circuit du médicament est présent, et vous avez en juin 2015 avec 56 ou une soixantaine aujourd'hui, peut-être 70 hôpitaux qui ont un stade 6 dans lequel, au niveau international, on voit une marque d'escalier et augmenter à la fois la sécurité et la qualité des soins. Voilà à peu près, vous avez vu à lire, aujourd'hui entre 0 et 7, les pays de l'OCDE sont à peu près à un niveau 3, 3 et 1. Vous avez des grandes différences entre la Malaisie et sa gauche à 0,5 et le pays européen le plus avancé, et la Hollande n'est pas loin, qui a un niveau aujourd'hui 6 en réalité, quasiment tous les hôpitaux ont 6. Le dernier stade 7, ça veut dire qu'il n'y a absolument plus de papier dans les hôpitaux. Donc vous avez le Danemark, les Hollande, Singapour, etc. Si vous voulez savoir où est la France, elle est un peu à droite de la ligne jaune, c'est-à-dire qu'on est plutôt un peu au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Et si on reste en Europe, si vous voulez, on est plus avancé que l'Allemagne, mais un peu moins avancé que l'Espagne. Alors voilà un petit peu, pour introduire la variable temps. Entre ici, entre 3 pays, je ne sais pas lesquels c'est simplement un exercice intellectuel, enfin c'est pas obligatoirement complètement faux. Vous avez entre 80 et 2000 la fin de la période d'informatisation administrative, et vous avez la fin de la période d'informatisation médicale qui peut se traduire pour l'hôpital par un stade 6 ou 7 généralisé à l'ensemble d'un pays, et pour la médecine de ville, il y a aussi des indicateurs, l'équivalent pour la médecine de ville. Et puis vous avez l'entrée dans l'intégration qui sont intégrées, qu'on voit assez bien démarrer à ce moment, on est dans la période de transition, et qui prendra plus ou moins longtemps en fonction d'un certain nombre d'éléments, mais qui pourrait par exemple arriver à un niveau de maturité tout à fait satisfaisant, où les soins seraient réintégrés, on aurait répondu au défi entre 2025 et 2035. Qu'est-ce qui peut faire varier la rapidité? Je dis comment améliorer la communication entre elle et la ville. Donc, la réponse, c'est comment aller vers des soins intégrés. C'est parfaitement utile, je suis vraiment désolé. Je vais faire très court, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. J'avais parlé uniquement de l'axe système d'information. Il y en a un autre qui matérialise l'évolution nécessaire des relations avec les patients, vers des notions d'engagement patient, de décision partagée, de révision, d'ailleurs en partie de l'évaluation des technologies médicales, pour mieux prendre en compte ce qui compte pour les patients. Ça, c'est aussi un grand mouvement qui
qui fait partie de l'évolution du mouvement des soins intégrés. Et puis ce qui n'est pas lisible et encadré en rouge, c'est les Américains diraient le changement de business model, ce qui est horrible. Mais en gros, on peut dire plus technocratiquement, c'est que tous les pays sont d'accord pour aller vers les soins intégrés à condition de sortir du paiement à l'acte. Il y a deux formes de paiement à l'acte qui ont des effets pervers qui expliquent en partie la surmédicalisation. Donc les triples objectifs, c'est le paiement à l'acte en ville et la T2A. Donc dans ces 10 pays, je citerai les États-Unis par exemple en ville, sont à 30%, sauf si une nouvelle administration décide le contraire, mais ce n'est pas là-dessus qu'elle se bat. Ce sera à peu près 50% le taux de sortie du paiement à l'acte aux États-Unis dans 2 ans. Quant à tous les anciens pays NHS beveridgiens ont tous des mélanges de capitation, de paiement à l'acte, de salariat, qui fait qu'ils sont plus dépendants de l'incitation qu'il faut adresser majeure, qui est celle qui permettra de répondre à la question, en fin de compte, de défragmentation de l'offre de soins et d'intégration, qui est d'aller vers ce qu'on appelle le paiement fondé sur la valeur, l'introduction de l'analytique, c'est-à-dire de la médecine fondée sur l'observation de vos populations suivies, avec des systèmes d'aide à la décision, et puis d'autres facteurs, notamment qui mobilisent beaucoup les indicateurs de qualité. On dit on va passer d'une incitation au volume, d'une incitation à la qualité. Quand on passe à l'incitation à la qualité, dans le même temps avec les soins intégrés, on rétablit le continuum de prise en charge et on va personnaliser les parcours de santé. Donc là, c'est une vision prospective, mais simplement, je réponds un peu à la question, c'est où en sommes-nous en France? On pourra avoir le débat là-dessus. Les pays sont plus ou moins avancés. Vous avez vu que c'est des cycles longs. Donc il faut sortir du blocage, du stress, de l'immédiateté de ces projets informatiques. J'ai fait cette présentation à l'HEGP à Paris, vous avez vu, qui figure parmi les hôpitaux européens qui ont été les premiers classés grâce à cet indicateur de ce qui n'est pas parfait, qui permet de faire ces comparaisons internationales à un niveau 6, c'est-à-dire qu'avec un circuit du médicament bien fait, etc., acceptable pour IMSS. J'ai demandé à Guillaume Ness, qui était là avec Patrice Deboulet, combien de temps entre la première pierre du système d'information et l'obtention du score 6, et la réponse, c'est 13 ans. Je leur ai dit bravo, vous avez été vite. Vous avez fait vite. Donc, on sait que la Chine sera au niveau 6 pour ses 70 000 hôpitaux pour à peu près une cinquantaine d'années. Donc, la perspective, encore une fois, est plus importante, la pertinence, l'importance de l'effort soutenu dans le temps est plus importante que des oukases et des réactions. Néanmoins, retenez qu'au niveau international en tout cas, le changement du business model et des incitatifs est totalement indispensable pour imaginer défragmenter l'offre de soins. Merci.